Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions qui écorent dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne, en tout cas, c'est la première fois qu'il passe dans ces plateaux de Ma Profession. Il va parler de son parcours professionnel. Il s'appelle Dr Trésor Ngamasata, il est neurochirurgien de la RDC parmi les grands. Nous avons l'honneur de le recevoir. On va parler avec lui concernant ces thématiques qui s'intitulent neurochirurgien, un neuro de la matière grise. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous allez bien? Je me porte bien. Merci de me recevoir dans votre plateau. En tout cas, je suis très contente. Après plusieurs rendez-vous ratés, avec tous vos calendriers, là, vous avez quand même accepté de venir répondre à notre invitation de notre émission Ma Profession. Parlez-nous un peu même de votre semaine, comment ça s'est passé, parce que vous êtes beaucoup en mouvement avec le travail. Comment vous vous êtes partagé à la fin, je vous vois. Bon, après... semaine très mouvementée, très chargée, mais après, il faut gérer le temps. Et puis voilà, on a disponibilisé le temps pour passer ce petit moment avec vous, échanger et ensuite éduquer la jeunesse pour pouvoir suivre le bon chemin qui est de notre profession. D'accord. Et comme je viens d'annoncer au début, là, on va parler des neurochirurgiens, un neuro de la matière grise. Ça va la thématique, hein? Bah ouais, c'est trop profond. Pour commencer, vous êtes neurochirurgien parmi les neurologues dans votre domaine. Qu'est-ce que vous a d'abord motivé à embrasser cette profession, à vous spécialiser en neurochirurgie? Alors, maman, j'ai un parcours un peu correct et simple pour y arriver, mais ce qui m'a motivé, c'est que de mon temps, quand j'ai eu à finir la médecine à l'université de Kinshasa, je voulais faire une spécialité rare qui n'existait pas dans ce pays. Et avant, je voulais devenir urgentiste. Mais la force de choses a fait que la neurochirurgie m'a choisi. Donc, j'ai vu qu'il y avait à l'époque le docteur Belchika, qui est professeur d'université aujourd'hui, que je salue en passant. Et dans cette optique, pour pouvoir l'aider à toujours... peaufiner, perfectionner cette discipline et surtout à prendre en charge les Congolais au Congo par des Congolais. Nous avons opté pour pouvoir embrasser cette spécialité. Et voilà, on s'est envolé pour pouvoir s'y spécialiser et on est revenu et on est heureux de travailler dans ce pays. Hormis le docteur que vous venez de citer les noms, est-ce qu'il y a-t-il une expérience personnelle ou bien liée dans votre famille? Vous avez vu une personne, bien un cas par rapport à ce que vous venez de dire, que vous avez encore aussi donné les goûts de faire cette spécialité? Oui, effectivement, il y a deux cas typiques. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, on jouait avec des amis et j'ai marché sur un morceau de verre qui m'a blessé. Et arrivé à l'hôpital, j'ai dit je dois aller je dois devenir médecin pour pouvoir soigner les démunis. Parce qu'arrivé à l'hôpital, il y avait de ceux-là qui manquaient de moyens, qui n'étaient pas pris en charge à l'époque. Et deuxièmement, c'était un collègue médecin durant notre parcours qui s'est fait agresser par des Koulouna. Il revenait d'Amatanga, il rentrait chez lui à l'époque. Il s'est fait agresser, il a fait un hématome extradural. Malheureusement, sa famille lui a emmené... se faire opérer ailleurs? Non, on l'a emmené à l'église. Par contre... Ils ont prié et après, il est décédé. Donc, ce sont les deux grands exemples qui m'ont motivé, non seulement dans la médecine, mais aussi dans la neurochirurgie, pour que ces genres de choses ne se répètent plus. Après, c'est comme je l'ai dit, il y a le concept mort évitable qui existe dans notre pays. Beaucoup de gens meurent qui ne veulent pas mourir, faute des spécialistes disponibles. Et comment découvrez-vous votre travail au quotidien? Donc, vous êtes neurochirurgien, comment vous travaillez? Comment se fait votre travail du jour au jour, du lendemain, le matin, quand vous vous réveillez? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on veut vraiment savoir par rapport à votre profession. Alors,
c'est une chaîne éducative. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi d'abord la neurochirurgie. Donc la neurochirurgie, c'est une science, c'est une discipline qui soigne le cerveau et la colonne vertébrale. Donc en termes plus simples. Alors mes journées sont parsemées d'abord, évidemment, je suis chrétien. Donc tout Seigneur, tout honneur. On commence par la prière, il est dédié toute la journée. Et ensuite, j'ai des journées consultation toute la journée jusqu'à très tard. J'ai des journées bloc opératoire. Et toute ma semaine est gérée par toute une grande équipe de secrétariat qui m'envoie mon planning toujours la veille pour me dire ce que j'ai à faire le jour suivant. Donc c'est eux qui vous gèrent. Exactement. Ce sont eux qui me gèrent et qui me font des reminders, des rappels, pour pouvoir me dire non, vous avez ça, vous avez ça. Ils me rappellent, même pour le rendez-vous d'aujourd'hui, ils m'ont rappelé que j'avais rendez-vous aujourd'hui avec vous. En tout cas, ils sont magnifiques. En tout cas, pour mon rendez-vous, je suis très contente. Je vais transmettre votre joie. En tout cas. Et quelles sont les tâches les plus gratifiantes que vous faites du jour au jour? Parce que vous avez dit c'est votre équipe, votre cabinet qui connaît ce que vous pouvez faire. Mais par rapport à vous-même, quand vous regardez par rapport aux tâches que vous faites tous les jours, quelles sont les tâches les plus récentes c'est que vous Alors faites les tâches qui sont gratifiantes, c'est quand même le plaisir, et pour moi, c'est de donner le sourire aux familles, de redonner des sourires aux patients. Vous voyez, quand quelqu'un vient vous voir au cabinet, il vous dit qu'il a mal au dos, la douleur descend au niveau de la jambe droite, la personne est inquiète, la personne veut trouver une solution. Quand vous demandez des bilans d'imagerie comme l'IRM, le scanner, la personne est inquiète. Quand il revient, il vous montre le papier et il vous regarde avec des yeux écarquillés pour avoir le verdict. Ce qui est gratifiant pour moi, c'est de pouvoir redonner le sourire à ces gens, leur dire que c'est une pathologie qu'on peut soigner, tant médicalement que chirurgicalement. Un patient qui est paralysé et que j'opère et qu'il récupère de sa paralysie, c'est non seulement le plaisir pour lui, mais aussi pour moi. Donc, à vrai dire, ce qui est gratifiant pour nous, c'est le soulagement et le redonner le sourire à nos patients. Exactement, exactement. Parce que quelqu'un qui a le sang dans le cerveau, qui fait un AVC par exemple, vous lui dites vous avez du sang dans le cerveau et qu'on doit opérer, c'est stressant. Mais alors qu'il avait une paralysie et quand vous opérez, la personne récupère, c'est non seulement gratifiant pour vous, mais aussi pour le patient. C'est de redonner ce sourire aux patients et surtout qui sont des Congolais. Oui, vous avez expliqué au début que votre profession, la neurochirurgie, ça consiste en quoi? Et quelles sont les étapes pour devenir un neurochirurgien, un professionnel? Je sais qu'en médecine, il y a des gens qui font par exemple 5 ans, 6 ans. Chez vous, parce que vous avez dit d'abord, c'est une particularité, c'est une spécialité vraiment, il faut vraiment s'y donner. Il faut prendre combien de temps pour devenir un neurochirurgien? Alors, c'est quand même un parcours de combattant, donc c'est en moyenne 8 ans de médecine, 8 ans de médecine et puis 5 ans de spécialité. Et voilà, donc après, c'est à vous de voir si vous allez faire encore une autre hyper spécialité neurochirurgicale. Comme moi, par exemple, je suis donc j'ai fait tout ce parcours et là, je suis en train de travailler mon domaine de recherche, c'est la chirurgie mini-invasive et robotique et la chirurgie endoscopique de la base du crâne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai fait des chirurgies, par exemple, des tumeurs qui sont au niveau du cerveau, sans ouvrir le crâne. Donc j'entre au niveau des narines avec des caméras jusqu'au niveau du cerveau, j'aspire ces tumeurs et je les enlève. Aujourd'hui, les hernies discales qui à l'époque en faisaient des grosses incisions de 8-10 cm au niveau du dos, nous on a ramené une nouvelle technique qui s'appelle la chirurgie mini-invasive, avec d'autres collègues, notamment Dr Orphée Maquier, c'est le professeur Kalala avec qui on travaille en étroite collaboration, où on opère le malade et le même jour le malade se lève et il peut marcher et peut rentrer chez lui à la maison. Donc ce sont des innovations comme ça qu'on a rapportées dans notre pays et qui sont au bénéfice de Congolais. Docteur Trésor, vous avez dit à la neurochirurgie, il y a plusieurs spécialités aussi. Vous avez parlé des dos, si je ne me trompe pas. Votre, pour l'instant, d'abord, vous êtes plus fort en quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je fais le tout. Je fais le tout, mais mon domaine de recherche, effectivement,
c'est les spine chirurgie et c'est la robotique. Donc je travaille plus dans la robotique, les évolutions de la neurochirurgie côté technologique, notamment de la chirurgie des hernies discales et de la chirurgie de la base du crâne. Ok. Nous allons revenir par rapport aux robotiques là, parce qu'avec l'évolution de la technologie, il y a des robots maintenant qui sont dans le marché. Exactement. Mais avant d'arriver, comment d'abord la neurochirurgie peut-elle impacter la vie des patients? Vous venez de dire ici, ça vous fait du bien quand vous redonnez la vie. Quand une personne vient chez vous, on lui dit qu'on va t'opérer, par exemple, les cerveaux. Il se dit déjà, Seigneur, avec les cerveaux, il suffit qu'on fait un couac là, je suis parti. Et l'impact de la neurochirurgie dans la vie d'une personne. Alors, je vais donner un exemple d'un grand professeur d'université. Je ne vais pas citer ce nom, il va se reconnaître par rapport à ça. C'est un grand professeur d'université qui était chez lui, qui a fait une chute. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir des maux de tête. 3 semaines après, il a développé une paralysie du côté droit. On l'a emmené à l'hôpital, dans un centre périphérique. On a dit non, c'est un AVC, mais ils n'ont pas fait des imageries. Et ensuite, la famille, évidemment, comme on a grandi ensemble au plateau de professeurs, ils m'ont contacté. Et j'ai demandé des bilans qui a révélé qu'il y avait ce qu'on appelle un hématome sous-dural et un éminent professeur qui n'arrivait plus à parler, qui n'arrivait plus à bouger tout le côté droit. Donc, j'ai le fait transférer dans mon hôpital où je travaillais et je l'ai opéré. Et c'est très spectaculaire. Donc, il a récupéré de sa paralysie et de sa parole. Vous voyez comment est-ce qu'un papa comme ça, d'une famille désespérée, un éminent professeur pour le Congo, qui transmet la science aux Congolais, allait partir pour un geste neurochirurgical de base. Donc, c'est un exemple comme ça que je donne pour voir comment est-ce que non seulement le sourire est venu chez lui, dans sa famille, mais aussi pour la nation. Donc, un Congolais pour servir le Congo. Exactement. Donc, on pouvait bien rester à l'étranger pour travailler à l'étranger, mais ma satisfaction, c'est de soigner le Congolais au Congo par des Congolais. Parce que l'option, c'est que le Congolais est intelligent, il est entrepreneur. Je pense qu'on n'a pas besoin de ramener des étrangers pour pouvoir faire ce genre de choses. Évidemment, c'est aussi un message que je pourrais lancer à nos politiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez en France, aucun Français n'est parti faire se soigner ailleurs. Qu'il soit politicien, qu'il soit de profession libérale. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à développer leurs infrastructures locales pour pouvoir se faire soigner localement. Et cela va non seulement de la sécurité, mais aussi de la réputation de notre pays. Là, le chef de l'État a quand même frappé fort en réhabilitant, en commençant à réhabiliter Mamaïmo, parce qu'il faut le dire, que les travaux s'y sont arrêtés malheureusement. On espère que ça va reprendre, parce que je pense qu'il y a que le 1/5 de travail qui a été fait, mais déjà le premier bâtiment qui est opérationnel. Et avec toute l'équipe dirigeante de cet hôpital, on commence déjà à faire des bonnes choses. Et il faut multiplier plusieurs Mamaïmo dans l'État pour pouvoir faire de la haute chirurgie ici. Parce que si vous partez ailleurs, vous allez voir que la plupart, ce sont des Congolais qui le font. On a aujourd'hui des Congolais qui savent mettre des pacemakers, des structures pour pouvoir redresser le cœur. Là, je pense plus à mon ami Dr Lubenga. Il y a des Congolais vasculaires aujourd'hui qui peuvent opérer le cœur, le professeur Nzovama, le Dr Bainekede. Il y a des Congolais qui peuvent ouvrir le thorax. On a le Dr Nzamouche. On a toutes les spécialités aujourd'hui. Et je pense que si on les fédère et on les met dans des structures bien équipées, on va faire des grandes choses et des merveilles. Et surtout aussi dans le domaine de recherche, où il y a des Congolais qui sont dans la recherche aujourd'hui, mais on n'a pas de centre de neurosciences, par exemple. Et ça, ce sont des choses qu'on peut faire pour pouvoir faire évoluer notre science. D'accord. Docteur Trésor, le fait de... Vous avez donné l'exemple, là, c'était vraiment piquant. Et le fait d'aider votre aîné à revenir ou bien à retrouver son sourire, c'est d'abord votre honneur et puis l'honneur de sa famille. Quel est votre secret, docteur Trésor? Alors, le secret, c'est le travail. C'est le travail, mais il faut savoir que tout est grâce. Si vous venez assister dans mes chirurgies, je commence toujours par confier cela entre les mains des dieux. Et nous avons tout autour de nous des pasteurs qui nous soutiennent, notamment l'apôtre Roland Dalo, le pasteur Ken Luamba, le pasteur Freddy Molenga, le pasteur Charlie Kasunda, qui sont tout autour de nous, qui nous prodiguent beaucoup de conseils et qui nous aident dans la prière. Parce que vous savez, la chirurgie, c'est non seulement un combat physique, mais aussi spirituel. Donc, notre secret, d'abord, c'est la prière. Et aussi, c'est
c'est le travail, c'est la compétence. On ne peut pas se permettre d'ouvrir le cerveau de quelqu'un si on n'a pas les aptitudes adéquates pour pouvoir y arriver. Raison pour laquelle la grosse difficulté qu'on a eue quand on est revenu, c'était quoi? C'est qu'il y avait des patients qui ne voulaient pas qu'on puisse les opérer. Pourquoi? Parce qu'avant, ceux qui les opéraient, c'était pas des spécialistes, ce n'était pas des neurochirurgiens. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu d'enlever l'hernie discale, ils coupaient le nerf. Donc, ils confondaient le nerf et l'hernie discale. Et les patients devenaient paralysés. Donc, il y a un problème de compétence qu'il y avait à l'époque. Mais quand les aînés sont commencés à revenir et toute la jeunesse qui commence à revenir, ça prend maintenant du temps pour expliquer, pour vulgariser, leur montrer que c'était pas des gens qui n'étaient pas compétents à faire ce genre de choses. Maintenant, c'est la compétence. Et ça me rappelle encore, excusez-moi de beaucoup parler peut-être. Non, non, c'est bien, on a besoin d'apprendre, c'est ma profession en tout cas. Merci bien. À l'époque, je me rappelle, j'étais encore dans mon centre en France, à Colmar. Et je viens un matin et il y a mon chef de service qui me dit « Docteur, il y a une Congolaise qu'il faut opérer, mais moi j'ai une réunion, est-ce que tu peux l'opérer ?» J'ai dit « Il n'y a pas de souci. » Donc en France, je l'ai vu au bloc rapidement en passant et je l'ai opéré. Après, c'est mon chef qui l'a suivi, je l'ai salué en passant. Je pense 2-3 ans après, quand je reviens ici, il y a un hôpital qui m'appelle. Il me dit « Docteur, il y a un monsieur qui n'arrive pas à marcher, qui a une hernie. » Je rappelle qu'en France, son épouse ne m'avait pas posé beaucoup de questions. Ici, il avait laissé directement oui, c'était en France. Voilà. Je l'ai vu 2-3 ans ici, j'ai vu son mari qui avait le même problème quasiment. J'ai dit, il faut opérer. J'étais curieux de recevoir les tonnes de questions. Est-ce que tu l'as déjà fait? Combien de fois tu l'as déjà fait? Tu l'as fait où? Et puis, quand je regarde la dame, j'ai dit, madame, excusez-moi, est-ce que vous n'êtes pas fait opérer? Il dit, oui, c'est moi, c'était un Congolais qui m'avait opéré, mais il est parti, je ne l'ai plus vu. J'ai dit, ce Congolais-là, c'est moi. Quand on était en France, 0 question. Et quand on se retrouve au Congo, plusieurs questions. Donc, c'est un peu le problème qu'on rencontre tous les jours dans cette profession. Et raison pour laquelle le Congolais, la peau noire, on doit aussi enlever ce complexe de la peau blanche. Comme quoi, la peau blanche fait toujours mieux que la peau noire. Il faut enseigner à nos jeunes, à nos enfants, qu'on a tous les mêmes compétences. De la même manière qu'il y a des génies blancs, il y a des génies noirs. De la même manière qu'il y a des idiots blancs, il y a des idiots. Le plus important, ce n'est pas de tenir compte de la couleur de peau, c'est de tenir compte de la compétence. Très bien, vous avez parlé du compétence, c'est ce que même je voulais en plus savoir, parce que vous avez parlé, ça demande vraiment ces compétences, et comment ces compétences se développent-elles? Il faut étudier, je ne sais pas, il faut faire des formations, il faut faire l'expérience, il faut aller l'ancrer. Comment développer les compétences en tant que neurochirurgien? Alors, non seulement c'est le travail, comme je le dis, donc être bien formé. Tous les jeunes qu'on envoie en formation, c'est le conseil que je leur donne. Il faut bien apprendre. Et non seulement ça, il ne faut pas s'asseoir dans son fauteuil pour dire « je suis arrivé ». Il faut continuer à faire ce qu'on appelle des formations continues. Vous savez, dans mon planning, j'ai toujours 2 à 3 mois où je pars toujours pour pouvoir faire des formations continues et apprendre des nouvelles techniques. Et c'est très important, ça nous garde toujours à niveau. Et la troisième chose, c'est de faire des publications. C'est de montrer au monde entier ce que nous savons faire au Congo, malgré nos conditions difficiles. S'il faut parler de conditions, vous voyez en RDC, il y a plusieurs problèmes qui rencontrent chaque métier, chaque profession. Et quel est le défi dans votre profession étant neurochirurgien? Les défis est énorme. Il y en a même plusieurs défis. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand je suis en France, j'opère le cerveau avec une histoire qu'on appelle la neuronavigation. C'est le GPS du cerveau. Ça va vous étonner peut-être que je puisse en parler, parce que beaucoup de gens vont se dire, mais GPS à cerveau. C'est ça que je voulais demander. GPS, oui, c'est quoi encore? La neurochirurgie évolue d'une vitesse exponentielle, à telle enseigne qu'on a beaucoup de défis à relever dans ce pays pour pouvoir y arriver. Déjà, il faut souligner la plupart des matériels que l'on a ici dans notre pays, ce sont des privés, des particuliers. Ce n'est pas l'État qui les achète. Vous voyez? Et là, on a la neuronavigation qui te permet à 0,5 millième de centimètre de précision. Ça veut dire on ne fait pas d'erreur avec ça. Donc le défi, c'est de créer un grand centre de neurosciences ici, domaine de la recherche, et c'est d'équiper nos hôpitaux d'un plateau technique adéquat.
Pas de l'à peu près. Aujourd'hui, j'ai quand même d'autres tumeurs que je ne peux pas faire dans certains hôpitaux. Faute de matériel. Faute de gros matériel que ça nécessite. Heureusement, il y a des hôpitaux comme, excusez-moi d'en parler, je n'ai pas l'autorisation du réalisateur, mais je parle. Mais c'est pareil, l'exemple, ils vont comprendre. Il y a des hôpitaux comme le CMK qui nous poussent à l'extrême dans le plateau technique. Donc aujourd'hui, c'est l'hôpital, pour moi, privé, qui a le top niveau pour faire ce genre de discipline. Donc, vous voyez, donc, le grand défi, c'est que l'État congolais nous crée un centre de neurosciences, nous donne des plateaux techniques, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut venir payer au CMK. Là, moi, je travaille au centre hospitalier universitaire La Renaissance. On est une grande équipe de neurochirurgiens qui y travaillent, mais on n'a pas des matériels adéquats. Donc, on est obligé de ramener nos matériels pour pouvoir opérer. Or, c'est un centre qui est universitaire, où les étudiants vont venir voir les nouvelles techniques que nous faisons. Il faut que nous soyons équipés. Équipés et équipés. Oui. Parlons de équipés. Aujourd'hui, docteur Trésor, dans tous les domaines, on parle de la nouvelle technologie, on parle de l'évolution, et aussi, il y a les robots qui battent son plaid dans tout ce que nous faisions. Je ne sais pas ce que je peux dire. Vous venez même d'évoquer ça au début, vous faites la spécialité de travailler avec les robots, je ne sais pas. Mais est-ce que ce n'est pas un risque? Parce que j'ai regardé un documentaire où une personne entrée, il a son robot à côté là, il touche juste son cerveau, tout ce qu'il a comme pensée, il touche au robot et le robot fait. Est-ce que c'est possible en neurochirurgie? L'homme n'opère pas et un robot vient opérer. Ça n'a pas de risque, ça va pas vous handicaper en tant que neurochirurgien et ça ne va pas mettre alors un frein parce que vous avez dit déjà en RDC, il n'y a pas vraiment de matériel. Et quand on va arriver au niveau du robot, comment ça va arriver? Il n'y aura pas de risques, il n'y aura pas de problème par rapport à ça? Alors, le robot, c'est à différents niveaux, à différents étages. Quand je parle de la robotique neurochirurgicale, ce n'est pas d'emblée que le robot remplace l'homme. Oui, c'est ça. Le robot aujourd'hui, on voit ça dans plusieurs exactement, domaines. Dans d'autres disciplines, je suis totalement d'accord. On dit ni jamais ni toujours. Mais la place de l'homme, je suis de ceux-là qui croient que la place de chirurgien reste primordiale dans ces genres de chirurgie. Le robot, on l'utilise pour nous faciliter ce qu'on appelle les voies d'abord. Par exemple, quand je dois vous faire une hernie discale, si je dois faire la voie conventionnelle, je vais faire une grosse incision de 10 cm et aller, c'est délabrant, vous restez à l'hôpital pendant plus de 10 jours. Mais si je dois vous faire en technique mini-invasive, je vais utiliser un robot qu'on appelle le quadrant. C'est un robot spécial qui nous permet de faire une incision qui va passer de 10 cm à 0,5 à 1 cm. Et avec ce robot, ça va me permettre de faire mon trajet jusqu'au niveau de la hernie et de pouvoir l'enlever. Le temps d'hospitalisation qui était de 10 jours devient de 1 à 2 jours. Vous voyez la différence? Donc le robot nous minimise les risques, nous minimise le saignement et facilite la sortie rapide des patients. Je vous ai parlé de la robot qu'on utilise, du robot qu'on utilise dans la chirurgie de la base du crâne, notamment les GPS cérébrales. Il nous donne la précision exacte. Et je veux vous choquer, parce qu'avec ça, on peut même faire la chirurgie éveillée du cerveau. Donc, quelqu'un qui a une tumeur au niveau du cerveau, on l'opère tout en étant éveillé. Vraiment. Donc, il est en train de voir tout ce qui s'est passé? Ben oui, il est en train de voir, on lui pose des questions, on fait des tests pendant l'intervention pour éviter justement les complications, surtout quand la lésion se trouve au niveau d'une zone éloquente. Donc en neurochirurgie, jusque-là, le robot nous aide à bien mener notre chirurgie et pour éviter les complications. Je pense que les téléspectateurs se sont retrouvés parce qu'ils se posent beaucoup de questions par rapport à cette évolution. Aujourd'hui déjà, on voit la sécurité, il y a des robots qui sont là. Dans d'autres domaines, il y a des robots qui sont là. Et on se pose la question en neurochirurgie. Comment ça va se passer? Heureusement, vous venez de dire que ça va vous accompagner. Ça ne prendra jamais la place de l'homme. Ni jamais ni toujours. Ni jamais ni toujours. Et comment vous faites quand, par exemple, une personne vient chez vous, un malade, un patient vient chez vous, déjà, j'ai vu Steve, on m'a dit que ça reste 5 minutes. Déjà, la personne est démoralisée par rapport, par exemple, à plusieurs médecins ou bien spécialistes en vie se dit vraiment ton cas, c'est
Si vraiment tu vas rester paralysé, tu ne vas pas bouger. Et quand il vient chez vous, comment vous arrivez d'abord à relever son niveau sur le plan mental pour que vous faites très bien votre travail? Ça, c'est un cours de la faculté, la relation médecin-malade. Après, c'est toujours très, très difficile. J'ai toujours l'exemple d'un patient en Europe qui avait un cancer du cerveau qui était très méchant. C'est ce qu'on appelle un glioblastome stade 4. Et il devait se marier dans les 3 prochains mois. Je l'ai reçu au bureau, on a expliqué, il était avec sa fiancée à côté. Malgré ça, ils ont accepté de se marier. Avec une durée de vie de moins de 6 mois. Donc ils ont accepté de se marier et ils ont accepté l'intervention. Donc on leur a expliqué, on les a accompagnés, on l'a opéré, il a fait sa radiochimiothérapie, mais en fin de compte il est décédé au bout de 4 mois, 1 mois après leur mariage. Et la femme est restée enceinte. Donc ce sont des cas très délicats et très difficiles à suivre. Mais avec l'aide du Seigneur, on arrive toujours à accompagner les malades. Parce que le plus important, c'est de donner des explications éclairées aux patients et surtout d'être présent. Vous voyez, quand le médecin est présent à côté de son patient, ça réconforte, ça soulage et beaucoup de craintes se dissipent. Ok. Et docteur Trésor, qu'est-ce que ça vous fait, par exemple, si vous faites, je ne sais pas si ça est déjà arrivé, de faire une opération ratée, ou bien la famille compte vraiment sur vous, docteur Trésor, on les a. Son côté, docteur Trésor, en tout cas, c'est la fin, c'est la fin. Et puis, ça arrive comme ça, c'est pas ce que la famille attendait, c'est pas ce que vous vous êtes vraiment donné. Et par exemple, la réponse était un peu négative, ça n'a pas tenu. Comment d'abord vous arrivez à traiter cela en vous-même? Je n'appelle pas ça intervention ratée, j'appelle ça plutôt complications opératoires. Après, il y a un grand... Ce sont des termes, complications opératoires. Alors, vous habillez ça très bien. Il y a un aîné qui m'a toujours dit, si tu n'as pas de complications opératoires, c'est que tu n'opères pas ou tu ne sais pas opérer. Tout bon chirurgien qui opère, il a toujours des complications. Mais les complications, effectivement, quand ça arrive, en fait, les familles ne pensent pas que la première personne qui est affectée, c'est les chirurgiens. Quand vous avez des complications, la première personne qui est affectée, c'est les chirurgiens. Et effectivement, les chirurgiens est là, non seulement qu'il est affecté, mais il est là pour traiter ces complications. Je me rappelle, la première fois que j'ai eu une complication, ça veut dire que j'avais laissé ce qu'on appelle la dure-mère, l'enveloppe qui recouvre les différents nerfs. Et après, mon chef de service m'a montré comment réparer. Et il m'a donné un gros bouquin de 2000 pages pour lire. Il n'y avait que les complications de la chirurgie de la colonne vertébrale. Vraiment. Vous imaginez? Donc, ce sont des choses qui n'existent pas, qu'on n'a pas inventées, mais qui existent. Mais on a les moyens de pouvoir les suivre et les accompagner. Mais après, on explique aux patients qu'on a des complications qui peuvent arriver, mais on sait comment les contrer. Parce que vous avez un grand parcours et on ne peut pas clôturer cette émission sans avoir parlé un peu de ce qui vous a vraiment marqué dans votre parcours. J'ai eu à voir dans des panneaux dans la ville, on a écrit Trésor Ngamassata, un parcours fabuleux. Qu'est-ce que vous pouvez résumer par rapport à ça? Alors, un parcours fabuleux. Ce sont les termes des journalistes. Voilà, j'attends. On reste plus humble. Il y a les restants qui vont commencer à balancer les images de ce que je dis là. Ok. Oui. Ah oui, on reste très humble parce que le parcours est encore long. Évidemment, on a eu quand même un parcours en bonne et due forme. Et aujourd'hui, si on est inscrit dans les grandes sociétés de neurochirurgie, c'est grâce à ce parcours. Donc, en résumé, c'est la prière, c'est le travail, c'est la compétence. Et si vous pouvez lancer un message ou bien motiver un jeune qui s'est dit « je veux aussi devenir neurochirurgien », quoi que ce soit. Alors, c'est une chaîne éducative. Moi, je dirais d'abord aux jeunes de croire en eux-mêmes, de croire en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans nos milieux, les gens pensent seulement pour émerger ou pour faire des grosses études, il faut toujours être dans des loges. Il faut toujours être... Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de ça ce matin. Donc, il faut qu'ils croient en eux et savoir que Dieu aussi bénit. Très bien. Dans le travail, dans le finance, à n'importe quel domaine. Donc, la jeunesse, ils doivent être focus sur leur avenir en allant à l'école, en ayant des rêves qu'ils peuvent réaliser. Moi, je dis toujours aujourd'hui, les ennemis du Congolais, s'ils ont réussi
quelque chose, c'est de tuer l'éducation. Et ça, c'est un appel que je lance au ministre de l'Éducation et ainsi qu'au gouvernement, de pouvoir faire des états généraux de notre éducation pour voir qu'est-ce qu'on doit enseigner dans nos écoles. Il faut mettre le patriotisme en avance. Je pense que je suis un peu panafricaniste en disant qu'on en a marre quand même d'enseigner des Jeanne d'Arc, des choses comme ça, des Napoléon Bonaparte, qu'on enseigne les Kimpinvita, qu'on enseigne les Simon Kimbangu, qu'on enseigne l'amour du pays, qu'on enseigne les valeurs et la culture de notre pays, pour que nous puissions beaucoup aimer le pays et ensuite encourager la jeunesse à aller loin, loin et le plus loin possible. En tout cas, un message très fort. Merci, Dr Trésor. Je vous dis, c'est un rêve de vous recevoir. J'avais dit à mes amis, je veux recevoir ces messieurs dans mon plateau. Et je vous ai ouï. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs amoureux de cette belle émission de découverte de professionnels, hommes de métier, fonction en République démocratique du Congo. C'était un plaisir encore, je répète, de recevoir un grand de ces mondes dans sa profession, un fabuleux parcours. Le Made in Congo, Dr Trésor Ngamassat, on a parlé avec vous concernant cette thématique qui s'intitulait « Quid neurochirurgien ?» 1 euro de la matière grise. Je vous dis merci de votre fidélité. Restez fidèles au programme de la RTDIC. Merci, bye bye. Au revoir.